Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. C'est mercredi, l'heure des émissions éducatives. Cette semaine, j'ai pas proposé au vote dans le Discord pour une raison simple. C'est toujours la même en général. C'est parce que quand on a affaire à des contextes particuliers où j'ai du contenu éducatif à vous fournir et qu'on est dans un contexte dans lequel c'est propice, c'est-à-dire qu'on est en temps réel en train de vivre la chose, je trouve que c'est toujours le plus important, plutôt que de vous faire le cours soit a posteriori, soit dans un contexte qui n'a strictement rien à voir. Donc encore une fois, des choses à vous apprendre, j'en ai énormément. Alors j'ai quand même déjà bouffé une bonne partie de tout le savoir que je peux vous apprendre au sein des différentes émissions intraday ou des émissions éducatives comme celle-là. Donc j'ai quand même bouffé une bonne partie des choses que j'ai à vous apprendre. Encore une fois, c'est pas infini le savoir, et en tout cas, je sais pas, j'ai pas une source de connaissances infinies personnelles. Donc il y aura bien une fin à ces émissions. Il faut vous y faire encore une fois. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Rassurez-vous, j'ai encore pas mal de choses à vous apprendre. Là aujourd'hui, la thématique, ça va être une des choses que vous ne connaissez pas, ou en tout cas vous la connaissez sous une forme un peu plus particulière, mais on est rarement rentré dedans de manière très détaillée, qui sont les structures d'excès. Donc, tout simplement, en guise d'introduction ici, ça me paraît essentiel de le faire. Je vous rappelle que tout ce qui est excessif, les règles sont simples, d'accord. Si vous êtes débutant ou que vous manquez un peu d'expérience dans les trading, même ceux qui sont de niveau intermédiaire, tout ce qui est excès égale, voilà, bon bah tant pis, c'est ce que je vous appelle le chaos, c'est-à-dire c'est la partie du marché qui restera quoi qu'il arrive incontrôlable. Ce chaos-là, évidemment, ça rend fou. C'est-à-dire que psychologiquement parlant, bah, c'est pas normal, ça respecte pas vos gestions du risque, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, n'oubliez pas que les biais émotionnels qui sont découlés, enfin, que vous expérimentez, ne découlent que d'une chose, le fait que vous refusez la partie de chaos dans le marché. Encore une fois, il faut l'accepter, vous ne pouvez pas faire autrement. Donc comprenez bien que dans ces structures-là, le problème, c'est pas le marché, le problème, c'est pas vous, le problème, c'est votre lien par rapport à la certitude. Vous voulez avoir raison, vous voulez mettre les choses dans des cases, vous voulez comprendre, vous voulez ceci, cela. Alors qu'il n'y a rien à comprendre, on peut mettre dans certaines cases, mais parfois le marché va taper à côté de ces cases, et il faut accepter de céder. Ok? C'est surtout ça qu'il faut comprendre. Il y a une partie de chaos que vous ne pouvez pas maîtriser. Donc ça, c'était toujours l'introduction, mais je préfère le répéter 50 fois plutôt que d'oublier et que surtout vous fassiez les erreurs. Donc tout ce qui est structure d'excès, il n'y a que les professionnels qui peuvent mettre les doigts dedans. Il y a des structures d'excès dans lesquelles on peut faire des choses, il y a des structures d'excès dans lesquelles on ne peut pas. Donc, quelles sont les différentes formes d'excès? Les deux que vous connaissez, en tout cas que j'aborde un petit peu dans le PDF et dont on a déjà parlé, sont les structures d'excès classiques et les structures de bulles, qui prennent deux formes différentes. L'excès est tout simplement une tentative de bulle qui échoue. La bulle, c'est tout simplement l'échec de retournement d'une tendance qui commence à installer un excès spéculatif très long. C'est-à-dire qu'on arrive à la fin, ou un moment où il n'y a plus aucune logique, mais il y a encore des gens qui achètent et qui achètent et qui achètent et qui achètent. Il y a une véritable volonté acheteuse, d'accord. La bulle se termine par le volume, d'accord. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, il y a tellement de gens qui achètent, et puis d'un coup, la volatilité se réduit, les volumes augmentent, game over. Ça veut dire que la smart money se met contre la bulle, et là, c'est très dangereux. C'est-à-dire que tous les petits particuliers en général qui achètent les sommets de bulles se font arracher, mais ils ne le savent pas encore. Ça, c'est la bulle. Donc ça, c'est pour moi la structure la plus facile à aborder. Parce que la bulle, c'est de la psychologie. Il y a un peu de technique, mais c'est surtout de la psychologie. Alors encore une fois, la psychologie, c'est très subjectif, donc c'est pour ça que c'est interdit à tout ce qui n'est pas débutant. Parce qu'encore une fois, il faut avoir suffisamment de recul. Il faut avoir de l'expérience dans le marché pour pouvoir identifier ces structures psychologiques qui sont très subjectives et tout ça, tout ça. Donc, je peux difficilement vous faire un cours là-dessus. Et puis, c'est surtout, je vous ai donné mes structures techniques pour identifier les zones spéculatives de bulles. Mais encore une fois, trouver les sommets de bulles, c'est très compliqué et ça nécessite une gestion du risque très particulière. Les excès, honnêtement, c'est quasi impossible de trouver le sommet. La seule façon de la trouver ici, c'est généralement la hausse de la volatilité. C'est-à-dire que, rappelez-vous de ces schémas, je vais vous les noter, ok. Donc, la bulle, ce qu'on recherche en technique, c'est baisse de volatilité plus hausse volume. Alors, attendez, je ne vais pas faire comme ça, je vais essayer de vous faire un truc visuel, plus visuel. Donc, la bulle, d'accord, l'excès, alors, excès, bon, on va mettre sans l'accent, la bulle, l'excès, et
il y a une dernière forme, et ça va être toute la thématique de l'émission d'aujourd'hui, qui est la capitulation. Ok, donc, il faut bien comprendre que ces trois états de marché, je ne vais pas faire comme ça, bon, on va en faire un après les autres, je vais juste essayer de voir. Ok, donc la bulle, l'excès, et la capitulation. Okay, donc ce sont donc trois états de marché chaotiques de fin de tendance, d'accord, qui se produisent tous, d'accord. Alors, on va faire comme ça. Donc, ok, dans une fin de tendance, vous avez donc toutes ces options-là, d'accord. Soit on va faire l'excès final, d'accord. Typiquement Wall Street, l'excès final, il était là, hein, on débordait les contextes, voilà, tout ça c'était des contextes d'excès finaux potentiels, ok. Celui-là, c'était après un excès, d'accord. Vous avez donc la bulle, alors cet excès final, soit ça part en excès, c'est-à-dire l'excès final est excessif, on va appeler ça l'excès spéculatif à la limite, ok, la bulle spéculative. Alors la bulle est tout simplement un excès spéculatif qui dure, hein, d'accord. C'est tout simplement qu'il y a un excès qui se met en place, il y a une irrationalité, et je vais vous expliquer tout ça. Donc là, on parle d'une tendance haussière, bien d'accord. Voilà toutes les fins potentielles, d'accord. Excès final égale retournement, d'accord. On se retourne et on forme un range, voire une tendance baissière derrière. La capitulation vendeuse, qui consiste tout simplement à une dérégulation du système, c'est-à-dire que ces structures-là, d'accord, les quatre, elles vont se différencier par rapport à ça, la structure prix-volume et le lien liquidité-volatilité, d'accord. Dans la plupart du temps, tac, le lien prix-volume conditionne une liquidité et une volatilité similaires. C'est-à-dire que quand vous avez un prix qui bouge beaucoup sans volume, vous avez de la liquidité qui est faible et la volatilité qui augmente. Le prix bouge, le volume diminue, égale hausse de la volatilité, baisse de la liquidité de l'actif. Tout est toujours inversement proportionnel. Ça, c'est la plupart du temps, ça fonctionne comme ça, et on est dans un état de marché, donc ce qu'on appelle normal. Okay, et là, dans ce cas-là, vous aurez très probablement un excès final, c'est-à-dire ici, alors, on va mettre comme ça, donc on va faire liquidité, plus volatilité. J'aurais pu le faire en anglais, comme ça m'aurait fait gagner du temps pour les ricains, puisqu'il va falloir évidemment que je le fasse après. Et je vais mettre des petites flèches. Voilà, on va faire comme ça. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Ok, comme ça c'est très bien. Et je vais faire une baissière. Voilà. Donc, le principe est que vous compreniez donc la différence, parce que c'est ce lien liquidité-volatilité qui vous permettra de différencier les probabilités. Il s'agit bien encore une fois de probabilité, pas de certitude. D'accord. Si vous croyez encore une fois que je vais vous expliquer comment fonctionne le marché, bon courage, même moi je ne sais pas. Donc, le principe c'est que ce lien entre liquidité et volatilité conditionne, c'est la structure statistique qui vous permet d'orienter les probabilités. C'est-à-dire c'est quelque chose de concret, comme je vous dis. Là, je pourrais vous parler de comment on différencie ces trucs-là, mais je pourrais vous en parler, c'est-à-dire du blabla des choses qui sont très subjectives, discutables, et tout ce que vous voulez. J'essaie de vous donner des structures techniques qui vous permettent d'orienter tout ça, pour que le choix ne soit pas forcément purement irrationnel. Évitez les biais. Donc. Et ce qui vous permet de rationaliser ça le plus possible, c'est d'étudier le lien liquidité-volatilité. D'accord ? Donc, de toute façon, ici, quoi qu'il se passe, on a toujours, d'accord, dans la phase d'excès finale, on a toujours une hausse du prix. D'accord ? Donc, ce qui va nous importer ici, c'est comment le prix monte
Et donc toutes les structures de capitulation, d'excès spéculatif et de bulles spéculatifs, le prix monte vite, il casse des résistances, d'accord? Et il accélère. Ce qui va nous intéresser donc c'est le lien par rapport au volume. Et c'est là où vous allez comprendre toute la différence. Donc dans un excès final, qu'est-ce qui se passe en fin de tendance? La liquidité est très faible, d'accord? Et la volatilité est faible également. C'est-à-dire que le marché... Merde, pardon. D'accord? La liquidité diminue, on arrive en fin de tendance, il y a de moins en moins d'acheteurs, mais les vendeurs attendent, donc on a une faible liquidité, une faible volatilité. D'accord? Enfin, la liquidité diminue, il y a moins de volume qui s'exécute en fin de tendance, et la volatilité se réduit. Autrement dit, à quoi ça ressemble? C'est votre marché, il fait ça, là, et après il se reverse. Retournement de marché un peu classique. Okay, l'excès final, typiquement standard. On essaie de monter, on essaie d'accélérer, on trouve trop de vendeurs par rapport aux acheteurs, où il n'y a plus assez d'acheteurs pour continuer à faire monter les prix, ça baisse. Okay, la capitulation, alors là, c'est un autre problème. D'accord? Donc la capitulation, ici, on doit placer nos flèches. Donc à votre avis, essayez de réfléchir un tout petit peu. Alors, on répondra à celui-là en dernier, comme ça vous aurez la logique par rapport aux autres. Donc, l'excès spéculatif. Alors, je les ai mis dans un ordre, parce qu'évidemment, l'excès final, c'est la structure classique. La capitulation, c'est l'excès le plus probable que vous aurez. Et en fait, ça, c'est l'amplitude. C'est-à-dire que là, évidemment, les prix vont monter de ouf, de ouf, de ouf. Là aussi, mais moins longtemps. Et là, ça va démarrer comme un excès, comme une bulle, puis ça va s'arrêter très vite. Donc, on verra tout ça. Donc, la bulle spéculative, à votre avis, la liquidité, elle augmente ou elle baisse? Bon, elle chute, là on est bien d'accord, la liquidité elle s'écrabouille, et là c'est de dire la liquidité est quasiment inexistante, autrement dit, il n'y a plus aucun vendeur. Il n'y a plus du tout de liquidité. Et ça cause quoi? Ça cause des excès littéraux, ça cause littéralement un excès sur la volatilité. C'est-à-dire que là vous avez une volatilité, qui explose. D'accord? Mais là il faut bien comprendre que dans ce schéma-là, la volatilité qui explose, c'est vraiment dans la phase finale. C'est-à-dire que la bulle, c'est vraiment un état où, rappelez-vous, ce qui est important de comprendre dans la bulle, c'est que la volatilité, elle existe au début. D'accord? C'est-à-dire que globalement, votre œil, ce qu'il fait, c'est qu'il normalise tout ça et il voit la structure parabolique. D'accord? C'est-à-dire que vous allez effectivement voir la parabole sur le support, mais après. D'accord? Mais il faut bien comprendre qu'il y a eu des oscillations. C'est-à-dire qu'il y a eu de la volatilité, mais la volatilité, elle est d'abord grande, d'accord? Ok, puis elle diminue. Ok, la phase ici d'accumulation, ça devient faiblement volatile, puis la volatilité explose. Ok, et là, il faut bien comprendre que l'explosion de volatilité, ici, elle se fait à la hausse. C'est-à-dire que là, vous avez les prix et la volatilité qui augmente en même temps. D'accord? C'est-à-dire que ce que je vous dis, ce que je recherche maintenant, c'est le S&P 500 à la hausse et le VIX également. Quand on aura ça, on aura la phase verticale de volatilité. Donc il faut bien comprendre ça, c'est qu'au fur et à mesure où on augmente dans la bulle spéculative, il y a cette structure assez folle qui fait que ici on fait ça. D'accord? C'est en gros, je fais dans le temps, voilà ce qui se passe sur une bulle spéculative. Dans une bulle spéculative, ok, la liquidité diminue, puis diminue encore, et elle augmente à la fin, et là, la volatilité se réduit. Alors, pardon, hop, je suis en train de foutre le bordel. Pardon. Voilà, la volatilité diminue, puis elle explose, elle rediminue, alors que cette fois, la liquidité augmente. C'est ça qui est important, d'accord? C'est ce que je vous dis, c'est là vous avez la phase donc préparative et compagnie. Ensuite, la liquidité commence à partir, là où on devrait avoir l'excès final, d'accord? Ici. Autrement dit, voilà, on est comme ça. Et qu'est-ce qui se passe au lieu de ça? La liquidité continue de chuter de manière drastique. Ok, hein, la volatilité augmente. Tac, ça part en parabole. Et à un moment donné, la volatilité se réduit et la liquidité revient. Et ça, il faut comprendre. C'est là le problème. Qu'est-ce que ça traduit? C'est en fait le moment où ici, ça plafonne et vous avez une hausse considérable de volume. C'est-à-dire ici, le volume augmente alors que la volatilité se réduit. C'est là, c'est quand vous avez cet état-là que vous pouvez commencer à spéculer sur les renversements de bulles.
D'accord? Ça, encore une fois, pour les professionnels, et qu'on soit bien d'accord, traiter des reverse de bulles, c'est expérimenter uniquement, et je ne parle pas des premiers expérimentés, je parle vraiment des gens qui ont des années d'expérience dans le marché, et c'est très compliqué de faire ça. Donc il faut une très bonne maîtrise de la gestion du risque, et tout ça, et c'est compliqué de s'y risquer. Bref, on passe là-dessus. L'excès spéculatif, qu'est-ce qui se passe? Tac, d'accord. Alors, il faut que je trouve la place. On va faire comme ça. C'est pas grave. Donc, j'enlève. Ok. Donc là, le principe, même chose. On va essayer de partir du début. Donc, la liquidité diminue, comme toutes les fins de tendance classiques, et la volatilité se réduit. Ok. Jusque-là, on a la même chose. La bulle spéculative, qu'est-ce qui se passe derrière? La liquidité continue de s'effondrer. La volatilité augmente. C'est la même chose que l'excès spéculatif. Et puis ça s'arrête. C'est-à-dire que le problème de l'excès spéculatif, c'est que vous n'avez pas cette fin où le volume arrive. Le problème de l'excès spéculatif, c'est qu'il se détruit tout seul. Il n'a pas cette phase finale, c'est que ça commence à partir, tac, et il y a une fin. C'est-à-dire tout simplement, il y a un échec spéculatif. C'est-à-dire que là, il y a des gens qui... La bulle spéculative, c'est un pari sur l'avenir, qui est évidemment toujours irrationnel. Mais là, c'est le principe de dire, les prix partent en couille, ça part en parabole, et puis on ne comprend pas trop pourquoi. Mais la volatilité, d'un coup, elle s'exprime à la baisse. C'est-à-dire que la volatilité ne chute jamais. D'accord? Vous avez une hausse de la volatilité, et d'un coup, boum, ça part en couille, et la volatilité s'exprime à la baisse. Ok? Ça, typiquement, c'est ça. Hein? Pam! Là, ce qu'on a eu ici, ce n'était pas une bulle. Hein? Il parlait bien d'un excès spéculatif ici. C'est parti en quéquette, on ne savait pas trop pourquoi, et bam, d'un coup, on prend le revers du couteau, et vous verrez bien que la structure sur la volatilité, c'était en fait la chose qui nous permettait de trouver la réponse. Et la capitulation vendeuse, à votre avis, c'est quoi? C'est important que vous essayiez de réfléchir là-dessus. Essayez de trouver, à votre avis, qu'est-ce que ça peut être? Alors, on est bien d'accord, la liquidité diminue. Ça, c'est clair, on est toujours dans le même truc. La volatilité devrait diminuer. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Bah, c'est la même chose. D'un coup, vous avez ici la volatilité qui augmente. C'est la même chose que l'excès spéculatif. Sauf qu'ici, vous allez retrouver de la liquidité. Pardon, attendez, je vous dis n'importe quoi. Non, pardon, c'est moi, je m'embrouille dans mes flèches. En fait, alors, putain, hop, voilà, je vais copier. Je fous le bordel. Voilà. Donc là, il faut bien comprendre un truc qui est extrêmement important. D'accord? Pour trouver le point de spéculation sur une bulle spéculative, ce qui va être important, c'est de trouver le moment où la volatilité se réduit. D'accord? C'est-à-dire que vous avez la hausse de volatilité avec la hausse de prix, qui sont liés aux excès spéculatifs. Et la bulle spéculative, c'est on est vraiment sur un schéma parabolique, tout le monde est d'accord, il ne faut que acheter, on ne sait pas pourquoi. Voilà, Bitcoin. Et qu'est-ce qui marque la fin? En tout cas, les zones sur lesquelles on peut spéculer contre ces gens-là, c'est le moment où la volatilité se réduit et où les volumes augmentent. D'accord? Ça, c'est vraiment important. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans un excès spéculatif, qu'est-ce qu'un excès spéculatif? Je vais essayer de... Qu'est-ce que c'est que ça? Ok? On va se mettre en daily. On y reviendra après. Voilà. L'excès spéculatif, graphiquement parlant, ça correspond à quoi? Ben, comme on a dit, vous avez un marché qui monte, des prix qui augmentent très fort, d'accord? Une volatilité qui se réduit. C'est-à-dire, les prix cassent des résistances. Ouais, vous tracez toutes vos résistances et vous dites, OK, alors là, merde. Je voudrais une ligne. Voilà, vous dites, OK, là, le marché casse toutes ces résistances. On les voit bien. Alors, attendez. Voilà. Je vais y arriver, hein? Donc le marché casse ses résistances, mais est-ce qu'ici il accélère? Non, il n'est pas en phase de volatilité, il est en phase de faible volatilité, il se prépare, tout ça c'est de l'excès final, d'accord? Tout ça c'est des fins de marché classiques. C'est un peu excessif ici puisque c'est très très long, mais ici on est bien sur des fins de marché théoriques, des phases de marché classiques. Et puis non, ici effectivement, qu'est-ce qui se passe? La volatilité continue de se réduire,
Et les prix, eux, continuent d'accélérer, c'est-à-dire toujours hausse de prix et baisse de volume. D'accord ? On est toujours dans des structures de pricing irrationnel. La valeur ne suit pas. Et vous voyez qu'on en crée encore des résistances et on casse tout. D'accord ? À chaque fois. On ne constitue pas de support, d'accord ? Il n'y a pas de repli vers les supports comme vous verriez dans une bulle spéculative où la bulle, ça fait des pullbacks violents et puis en fait, ces pullbacks devenant de moins en moins violents, on finit par avoir une phase de capitulation acheteuse. Enfin, on finit par avoir une phase de parabole. Ici, il n'y a rien de tout ça, il n'y a aucun pullback. Là, c'est juste de dire que ça se construit par absence de volatilité. Ici, la capitulation, ce n'est pas un état de bulle, ce n'est pas un état d'excès spéculatif parce que ce n'est pas un excès d'achat. Le problème ici, ce n'est pas les achats, le problème c'est la disparition totale des vendeurs. La capitulation, en fait, c'est un marché qui va devenir excessif, toujours par manque de liquidité, mais par la disparition d'une des deux contreparties. Ça correspond effectivement très bien à ce qu'on vit actuellement, puisque effectivement on est dans ce monde-là où les banques centrales ont décidé qu'elles allaient nous tuer les vendeurs. Elles ont réussi, c'est bien. Et j'ai eu tort jusque-là de spéculer contre elles, puisque c'est pour l'instant elles qui ont raison. Donc le principe revient à dire, il n'y a pas de vendeurs et il y a un fonds cosmologique acheteur, toujours les rachats d'actions, les assouplissements quantitatifs, bref, il y a de l'argent qui arrive sous différentes formes et il n'y a personne qui s'y oppose. Autrement dit, ça fait monter les prix, la liquidité est bien inexistante, on est sur des structures d'excès, mais ce qui est important, c'est de savoir quelle forme elle prend cet excès. Est-ce qu'on a affaire, à votre avis, à une bulle spéculative ? Voilà. À votre avis, on est dans quel cas de figure aujourd'hui ? Est-ce qu'on a affaire... Alors, l'excès final, non. Ça, on peut tout de suite le dire, c'est fini. Hein. Ça, c'est terminé, puisque aujourd'hui, on a affaire à une phase où, de toute façon, la volatilité, elle est toujours baissière. D'accord ? On a toujours très peu de volatilité, là, pour l'instant. La volatilité est au plancher. Donc, qu'est-ce qui va se produire derrière ? Est-ce que la volatilité va remonter et est-ce que la liquidité va continuer de se réduire ? Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire, est-ce qu'on va trouver de la liquidité ou pas ? C'est ça qui me fait très très peur. C'est-à-dire que là, Wall Street, pour moi, il y a deux façons de terminer ça. Ok ? Moi, je pense qu'on a affaire aujourd'hui à l'un de ces deux-là. Je ne sais pas du tout si c'est un excès spéculatif. Autrement dit, les gens qui vendent de la volatilité, ils y vont. Plus personne ne traite les marchés actions, ce qui fait que c'est vraiment la queue qui remue le chat. Et c'est de dire, tout le monde se met à spéculer sur des contrats de volatilité ou des trucs comme ça. Et en fait, le sous-jacent, qui est le S&P 500, qui représente plus de 85% des capitalisations américaines, on s'en fout au final. Parce que c'est plus tellement amusant de regarder le S&P 500. Il sera complètement stupide, illiquide et tout ce que vous voulez. Mais on continuera de le traiter parce qu'on dira, écoutez, tant qu'à faire, plutôt que de vendre le S&P 500, autant acheter la volatilité, c'est moins risqué. Voilà. Et à ce moment-là, vous avez hausse de la volatilité et hausse de l'actif. Ça, c'est extrêmement important que vous commenciez à comprendre ça. Ok ? Je vais vous montrer ce que ça fait en daily. Regardez, on revient sur le daily. Et je vous montre le VIX, que vous compreniez bien la logique de tout ça. Ici, si on rajoute le VIX sur ce graphique, alors non, c'est pas ça que je veux mettre. Compare VIX. Alors, je vais peut-être pas mettre le CBOE. Voilà. Ok. Donc là, comprenez bien ça. C'est extrêmement important que ce soit clair. Voilà. C'est extrêmement important que ce soit clair dans vos têtes. Regardez bien ce qui se passe ici. Vous avez hausse des prix, mais vous avez hausse de la volatilité en même temps. Donc, comprenez bien, quand je vous parle de volatilité, je vous parle de volatilité implicite. D'accord ? C'est-à-dire que ici, la nervosité commence à augmenter, et pourtant les prix continuent de monter. Ok ? On est bien d'accord. Ici, qu'est-ce qui se passe ? Regardez les volumes, nada. Et d'un coup, boum, on retrouve de la liquidité en revenant traiter les zones qui intéressent les spéculateurs. Autrement dit, tout ça, c'était stupide, on revient à la normale, et ici, on trade. On s'est écarté des moyennes de manière débile, on a imprimé des prix qui n'avaient aucune valeur, on revient chercher la valeur. Ça, c'est l'excès spéculatif.
Autrement dit, ici, les seuls gens qui exécutaient ce volume-là étaient des gens qui pensaient que ça allait continuer de monter jusqu'au moment où, oh merde, ils sont allés trop loin, ils ont pris la tarte, et évidemment, il ne faut pas être le dernier acheteur dans ce cas-là, sinon ça coûte très cher. Évidemment, là, il y en a plein qui s'y sont brûlés les ailes. Maintenant, encore une fois, ceux qui laissaient courir les achats à moyen long terme, bon, tout ça, ils ont trouvé que c'était un peu con, probablement, et ça, c'était le retour à la normale. Donc ça n'a pas non plus tué des gens. Ce que ça tue ici, ce sont les gens qui ont la stupidité de se joindre à l'excès spéculatif. C'est-à-dire les gens qui ici se disent faut que j'en sois, donc je dois acheter. Donc encore une fois, c'est pour ça que je vous dis, vendre, c'est extrêmement compliqué, ça ne peut se faire que par des professionnels. Je vous dis, même moi, j'ai arrêté, et je vous expliquerai encore tout après bien comme il faut. Mais acheter, c'est d'une stupidité affligeante, c'est le truc à ne pas faire. Si on a affaire à un excès spéculatif, vous allez vous faire arracher la gueule derrière. Et là, c'est la perte sèche et c'est le vilain stop loss avec le slippage. Voilà. Donc, on est dans ces conditions-là, ça monte de manière complètement stupide, ça on peut le dire que depuis 2 jours, puisque là on est en train d'essayer de casser des résistances, et on casse des supports sur la volatilité. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Aujourd'hui, je peux vous dire que de toute façon, on rentre dans les structures d'excès, parce que on y est, ça y est, la volatilité casse des supports, d'accord ? Donc là, aujourd'hui, on est dans un cas de figure très compliqué, ok, où je suis obligé d'attendre une chose, la hausse de la volatilité. C'est-à-dire que là, quoi qu'il arrive, pour moi, la prochaine étape, il faut que vous compreniez ça. Quand je vous ai dit j'arrête de traiter Wall Street, tant que je n'ai pas de la volatilité. C'est parce que pour moi, ici, l'excès final hebdomadaire, c'est terminé. Aujourd'hui, on est officiellement en structure excessive. La volatilité casse des supports et elle continue de le faire. Donc, moi, ce que je recherche, c'est la hausse de la volatilité pour pouvoir trouver si on est dans une capitulation vendeuse ou un excès spéculatif. La différence, quoi qu'il arrive, elle ne se fera pas sur la volatilité. Mais tant que je n'ai pas de volatilité, je ne pourrai pas faire. C'est-à-dire qu'il faut que vous compreniez que dans ma tête, la seule chose qui m'importe maintenant, c'est de retrouver de la volatilité. Et après, une fois que j'aurai retrouvé de la volatilité, je regarderai comment se comporte la liquidité. Est-ce que je retrouve du volume? Est-ce qu'il y a du volume sur le sommet ou pas? Si je trouve du volume, ce sera une capitulation vendeuse. Ça veut tout simplement dire que les vendeurs ont arrêté de vendre et dès qu'on retrouve de la volatilité, on shorte tous et violemment. Et là, j'aime autant vous dire qu'on va avoir un vrai retournement de marché bien dégueulasse. L'excès spéculatif, ça va être encore pire. C'est-à-dire que là, on ne trouve pas la capitulation, on ne trouve pas le volume et ça va continuer. Et ça, il faut vraiment que vous le compreniez. Je vais vous donner la différence, autrement dit, ici. On revient sur le daily, puisque c'est la dernière structure excessive qu'on a, et en plus sur le même marché que celui qu'on essaye de traiter, donc c'est effectivement le cas de figure le plus parfait. Voilà. Ici, première trendline, OK. Ici, deuxième trendline, on continue dans la bêtise. OK, et ici, troisième trendline. Voilà, toutes les trendlines qu'on a cassées un peu entre guillemets à Wall Street. Alors celle-là, bon, je ne sais pas si on peut vraiment la mettre là, ou même là. Oula, pardon. Hop, pardon. Hop. Bon, bref, bon, on va laisser là, on s'en fout. Hein, voilà. Mais de toute façon, le principe, c'est que vous compreniez qu'on casse donc des résistances. OK, donc dans une bulle, qu'est-ce qu'on aurait fait? Dans une bulle, théoriquement, rappelez-vous, la liquidité n'existe pas, mais la volatilité est quand même plus forte. Donc là, ici, on est zéro volatilité, on est vraiment sur la phase où ça part en couille. Ici, si ça c'était une bulle, ben ici, on serait vraiment allé là, et qu'est-ce qui se serait produit derrière? Ici, on aurait vraiment eu l'envolée lyrique, c'est-à-dire pas des petits chandeliers comme ça, c'est vraiment un gros chandelier, ok? Alors, hop, voilà. Mais ici, ce qu'on aurait fait, c'est qu'on serait monté, et hop, on aurait plafonné, on aurait vu le volume exploser avant la baisse, hein, c'est-à-dire le volume monte, les prix diminuent, et hop, derrière, c'est l'effondrement spéculatif qui arrive, la chute brutale, généralement le dead cat bounce, et derrière le crack et tout ce que vous connaissez, hein, okay, les structures habituelles. Donc, ça, d'accord, vous maîtrisez un peu la structure. Maintenant, ça c'est la structure de bulle. Qu'est-ce qui se passe sur l'excès? Là, à votre avis, on avait affaire à quoi? Un excès ou à une capitulation vendeuse?
Donc là, vous avez déjà la réponse, celui-là, on l'a traité ensemble. Ici, on a bien affaire à des excès. Wall Street, c'est un excès qu'on a fait en 2017, le tax plan et tout le monde en parlait. Et puis, la fin d'année un peu folle qu'on a eue ici, complètement excessive, qui a été énormément, et de manière cataclysmique, renormalisée début 2018. Donc le principe ici, c'est on casse des résistances, la volatilité est inexistante, le volume est inexistant. Les volumes ici en intraday, ce que vous avez là, c'est le volume CFD de toute façon. Mais le volume sur le contrat réel du S&P, c'était impressionnant. Il n'y a plus personne qui tradait rien du tout à ce moment-là. C'était de la folie furieuse. Et aujourd'hui, on est dans le même cas. La liquidité, c'est en train de mourir à un truc de fou. Donc pas de liquidité et des prix qui continuent de monter de manière purement linéaire, sans aucune volatilité. Donc là, on est bien dans l'excès et on casse plein de trucs. Maintenant, la capitulation, ça aurait été où? À votre avis? La capitulation, rappelez-vous ce qu'on a dit, c'est on retrouve de la liquidité, c'est-à-dire on retrouve du volume en même temps qu'on commence à retrouver la volatilité. Donc, là, théoriquement, qu'est-ce qui se passerait? On continue de monter, mais ça freine un petit peu. Un tout petit peu, bon, un peu comme là, c'est-à-dire c'est à ce moment-là où vous voyez le VIX casser des résistances, d'accord? C'est-à-dire que le VIX, pour rester toujours plus bas, il doit accélérer de manière parabolique, c'est toujours pareil. Donc il y a un moment où la parabole, elle est moins parabolique, d'accord? Mais ça reste toujours très fermement haussier, on est bien d'accord. Les prix montent toujours, mais ici, vous voyez, c'est toujours la phase, on va remettre le VIX. C'est important que vous le voyez. Parce que ça, si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprenez rien au problème. Voilà. Donc le problème du VIX, putain, mais c'est nul, pourquoi ils ont foutu ça comme ça? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, attendez. Ah, mais c'est ça, putain, c'est pas compare. Voilà, c'est moi qui fais n'importe quoi. Donc, VIX. Ah, voilà. Donc, là, le principe est, comprenez bien, donc la volatilité ici, à partir de là, elle commence à casser des résistances, ok? Et le volume n'arrive pas. Donc pas de volume, et d'un coup les prix se retournent naturellement. On ne sait pas trop pourquoi, encore une fois, pourquoi on s'est arrêté là et pas là sur le S&P 500, on s'en fout. Le seul moment en fait c'est de dire, ici la volatilité commence à augmenter, on se prépare déjà pour le retournement de prix, et c'est le retournement de prix lui-même qui permet de déclencher la vente. Encore une fois, la vente à Wall Street là-haut, j'avais arrêté de vendre, tout comme j'arrête de vendre aujourd'hui. Le seul élément qui m'a permis de revendre ici, c'est parce que j'ai vu qu'on commençait à casser des supports en daily, et c'est là où je suis rentré vendeur. Et derrière, j'ai enfilé des perles, et boum, c'est tombé comme il fallait. Okay. Aujourd'hui, je ne sais pas si on est dans ce même cas. Le seul truc, c'est qu'il y a un état intermédiaire, qui est la capitulation vendeuse, qui me semble aujourd'hui très probable. Et je veux vous y préparer. Mais attention, je ne sais pas si on ne va pas faire un excès comme à l'époque. Pour l'instant, je pense que c'est plus probable que ce soit une capitulation vendeuse. La capitulation vendeuse, c'est pas pareil. Si on avait été ici en phase de capitulation vendeuse, on aurait retrouvé du volume, par exemple, par là. D'accord? Ou ici. Attendez. Merde. Je vais y arriver. Voilà. Ou par exemple, ici. C'est vraiment... Vous voyez, on casse quand même des lignes de tendance, des trucs comme ça. Et on retrouve un... Voilà, mais ça reste excessif. Mais je pense, par exemple, ici, au lieu que le volume s'effondre, on aurait retrouvé des volumes. C'est-à-dire là, les volumes augmentent. Et derrière, boum, ça chute pareil. Attention, c'est aussi violent à la sortie. De toute façon, toutes les structures d'excès sont corrigées par des grosses... soit l'effondrement spéculatif, dans tous les cas. Donc le principe ici, c'est de dire que dans tous les cas, on va retrouver de la volatilité. Ça, c'est sûr et certain. On ne sait juste pas quand. Et ce qui m'intéresse, c'est sous quelle forme et quels sont les éléments que je vais rechercher dans la structure de prix pour trouver la zone dans laquelle je reprendrai la spéculation. Okay, je vous rappelle que ici, j'ai pris ce trade sur le S&P 500 là. Parce qu'ici, je pensais qu'on avait la fin de l'excès spéculatif. Non, non, ils nous ont fait un excès derrière. D'accord, mais cette zone-là, il fallait la traiter à la vente, ici, de manière évidente. On retrouvait un peu de volume, et puis en fait, on a eu un peu de volume sur cette journée-là, et le lendemain, boum, ils nous ont pété les stops. C'était absolument fou. Là, il y a zéro volume sur le CFD, mais il y avait du volume ici. D'accord ? C'était la séance du 29 décembre, c'était la clôture annuelle, il y a eu beaucoup de volume sur cette séance. Donc, évidemment, je pensais qu'on s'en sortirait bien, et effectivement, non. Dès le début de l'année, boum, on part en excès. Donc là, il y avait capitulation vendeuse sur toute cette zone-là. Tout ça, c'est de la capitulation vendeuse. Et ça s'est transformé en excès avec le début de l'année. C'est-à-dire que la rotation annuelle, le fait d'arriver 1er janvier, les mecs se sont dit « Ouais, bah on bat les couilles, allez, on continue, on y va. » D'accord ? Mais encore une fois, à l'époque,
il y avait toujours une croissance relativement ferme. Il y avait effectivement surchauffe complète à cause du tax plan et compagnie. Donc tout le terreau fertile pour un excès, aujourd'hui, je pense qu'on ne l'a pas, ce terreau fertile. Je vais être franc avec vous, hein. Il n'y a pas. Je pense que le coût du trade deal et compagnie, c'est très, 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 très largement surévalué, mais ça m'étonnerait que ça puisse créer des excès. Par contre, que ça retarde les échéances vendeuses, ça oui. Donc, est-ce que ça peut créer une capitulation vendeuse? Je pense que c'est le terreau fertile pour oui. La Fed a dit, c'est bon, on soutiendra s'il faut, ça suffit à endormir un petit peu les gens. Ça permet aux gens, au lieu de vendre des actions, de vendre des contrats de volatilité, des puts. Et c'est de dire, bah, super, on a des gens qui spéculent sur le VIX, puisqu'il faut bien faire de l'argent. Donc ils se disent, bon, bah, on ne va pas vendre le marché action, par contre, on vend des puts, on vend de la volate. Et ça, bah, qu'est-ce que ça fait? Mécaniquement parlant, ça réduit la volatilité dans un fonds cosmologique acheteur, toujours pareil, rachat d'actions, banque centrale, liquidité. Ce qui fait que bah, y a toujours un fonds d'achat, et il n'y a aucun vendeur, puisqu'on matraque littéralement les vendeurs. Personne ne vend ses actions, puisque les puts coûtent que dalle. Donc il faut bien comprendre que pas de vente d'actions égale pas de baisse sur le prix des actions. Donc les actions ne baissent pas parce qu'il y a très peu d'acheteurs, mais il y a quand même des acheteurs, et parce qu'il n'y a surtout aucun vendeur. Donc pas de vendeurs, quelques acheteurs, donc la liquidité s'effondre, la volatilité devrait augmenter, mais elle n'augmente pas. Donc ici, on est bien dans une structure d'excès, on est dans quelque chose d'illogique, puisqu'ici, normalement, la liquidité étant en train de s'effondrer, on devrait voir la volatilité augmenter, mais on ne la voit pas. Donc il y a un excès, il y a une structure irrationnelle de pricing, ça se renormalisera, et ça se renormalise toujours par une hausse de la volatilité. Voilà. C'est-à-dire qu'on retarde la hausse de volatilité. Si on la retarde juste un peu, c'est ce qu'on appelle une capitulation vendeuse. Si on la retarde beaucoup et qu'on commence à y ajouter un peu de spéculation, ça deviendra un excès. Si on arrive à s'enfermer et à foutre des grosses œillères pour dire c'est haussier, c'est stupide, oui, mais on peut arriver à le comprendre, on peut arriver à le justifier. Comme un bitcoin à 20 000 $ l'année dernière, il y a 2 ans, c'était quand même, fallait être timbré pour justifier ça, quoi. Et donc ça, c'est vraiment l'enfermement spéculatif, dans lequel il faut vraiment mettre ses œillères et il faut vraiment être très, très irrationnel pour arriver à justifier les mouvements de prix. Okay. Là, on n'y est clairement pas encore. Hein. Pour moi, Wall Street, c'est pas une bulle. Ça pourrait le devenir, mais j'y crois pas une seconde. J'ai pas l'impression que ce soit le cas. Les gens sont encore trop traumatisés par rapport à 2008 et compagnie. Donc, je pense que la bulle a très peu de probabilité, mais pas non plus zéro. L'excès, c'est possible. On en a déjà fait un en 2018. Donc j'ai pas l'impression qu'on soit prêt à repartir, mais par contre la capitulation vendeuse, je pense que c'est tout à fait probable. Quoi qu'il en soit, l'ensemble de ces scénarios, vous ne pouvez pas les traiter en préventif, c'est-à-dire qu'on est ici dans des excès, donc on n'est plus dans de la gestion du risque, donc on n'est pas dans des mouvements qui peuvent être mis à profit par la stratégie spéculative que je vous apprends. C'est pour ça qu'il faut savoir prendre du recul, c'est pour ça que j'arrête de trader. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que j'arrête de trader parce que là, ça sert à rien de regarder le marché tous les jours, on est sur des excès hebdomadaires. Donc ici, c'est de savoir, est-ce qu'on va avoir juste une capitulation, c'est-à-dire ça va durer 2-3 semaines et puis c'est fini. Autrement dit, on essaie de tirer jusqu'à la fin de l'année, mais très probablement avant la fin de l'année, genre, je sais pas, la dernière semaine en décembre ou un truc comme ça, boum, on retrouve des ventes et on clôture pas l'année tout en haut comme on avait fait en 2018. Ce qui me semble être le plus probable. Soit on arrive à clôturer l'année tout en haut, c'est magique, et comme en 2018, on commence l'année ultra fort à l'achat, et puis on se prend une cartouche au courant du premier trimestre, tout à fait possible aussi. Je ne sais pas comment je m'oriente tant que je n'ai pas retrouvé la volate, je fais rien. C'est pour ça que je vous dis que je regarde une chose pour l'instant. Je veux voir le contrat de volatilité casser des résistances daily et tenir des clôtures. C'est-à-dire que là, tant qu'on ne revient pas traiter la zone des 14 et qu'on ne tient pas une clôture daily au-dessus des 14, il n'y a rien à faire. Voilà pourquoi je ne regarde pas les marchés actions en ce moment. Il n'y a rien à en tirer tant que la volatilité ne augmente pas. Quand la volatilité va commencer à casser une résistance, les prix seront toujours orientés à l'achat. D'accord ? C'est pour ça que je vous dis, il y a du temps. Il n'y a pas d'urgence là aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de se presser. Il faut juste regarder comment se comporte le contrat dérivé de volatilité. Quand il casse une résistance, on regardera comment se comporte la liquidité. Est-ce que d'un coup, vous voyez les volumes d'échanges augmenter considérablement à la fin de l'année ? C'est-à-dire, autrement dit, les mecs ont attendu jusqu'au dernier moment pour vendre leurs actions en fin d'année. Et là, ça devient dangereux. Si les volumes augmentent, vous savez que là, c'est la fin et que très probablement, la capitulation vendeuse va s'arrêter parce que les vendeurs sont en train d'arriver pour de bon. Ils seront arrivés en retard, mais ils arriveront. Si vous voyez qu'il n'y a toujours pas de volume en fin d'année, on risque de se taper un excès en début d'année 2020. OK ?
Mais dans tous les cas, tant qu'on n'a pas commencé à casser les résistances sur la volate, la structure reste imprévisible et chaotique, avec risque de bulle et tout ce que vous voulez. Mais tant qu'on est dans une volatilité comprimée, vous ne regardez pas ces putains de marchés-actions. En tout cas, moi, je ne les regarderai pas. Ok ? J'espère que cette fois, vous comprenez bien la structure dans laquelle on est, que vous aurez appris à différencier un peu ces structures. Encore une fois, ça reste assez subjectif et lié au contexte et à la perception de ces contextes, mais il y a quand même des logiques techniques cachées derrière tout ça que j'ai essayé de vous apprendre aujourd'hui. Et puis en plus de ça, j'espère que comme d'hab, vous comprendrez un petit peu plus ce que je fais. Il y en a encore, bon, je m'en fous, encore une fois, je ne suis pas là pour justifier ce que je fais, mais il faut bien comprendre que voilà, je n'ai pas arrêté de regarder les marchés actions parce qu'ils me gonflent, parce qu'ils ne font pas ce que je veux, parce que ceci, cela. Voilà, encore une fois, tous ces biais de débutants, moi je les ai combattus il y a déjà des années, donc je ne suis pas du tout dans l'influence de ces biais-là. Je ne suis pas en lutte contre le marché, j'en ai rien à foutre de ce qui fait le marché action aujourd'hui. Je trouve ça irrationnel, stupide, excessif, mais ça ne déclenche pas des processus irrationnels de trading de ma part, clairement pas. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je ne capitule pas parce que je suis au fond du gouffre et parce que j'ai pris des pertes monumentales. Non, je capitule parce que je n'ai pas d'autre choix. Je fais face à des structures excessives et regarder les marchés tous les jours ne sert strictement à rien à part susciter des biais. C'est-à-dire que je peux, au bout d'un moment, psychologiquement craquer et me dire c'est bon, je prends une vente ou je prends un achat ou je prends un machin, prendre des trades alors qu'il n'y a rien à faire. Voilà. Pour l'instant, je suis conscient que tant que la volatilité n'augmente pas, je ne peux pas pratiquer ma gestion du risque. Donc, est-ce que comme un con, je regarde les marchés tous les jours par plaisir et par machin? Bah non. Par contre, oui, je regarde les marchés tous les jours, 3 fois par jour. Voilà. Je regarde 15h30, 17h30, 22h. Et à l'ouverture, un peu tous les matins comme ça. Mais c'est tout. Voilà. C'est les seuls moments. Et ça me prend 10 secondes d'analyser les marchés. Je viens, je regarde les prix, je vois que les prix n'ont pas baissé, je vois que la volatilité est toujours comprimée, je passe à autre chose. Ça me prend 10 secondes. Voilà. Donc autrement dit, aujourd'hui, mon temps effectif de travail lié au trading, c'est pas plus d'une minute par jour. 4 fois 15 secondes. Voilà. Mais encore une fois, je regarde. Si vous pensez que je ne regarde pas les marchés, non, non, non. Je regarde activement les marchés. Simplement, je ne peux rien y faire à part attendre. Donc, j'attends. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Je reprendrai encore une fois les émissions dès que j'aurai de la volatilité. Pour l'instant, tant qu'il n'y a rien, le temps est ici une variable qui peut prendre beaucoup de temps. Et le temps, malheureusement, ça fait travailler pas mal de biais, surtout chez les débutants. Voilà pourquoi je vous dis, si moi j'arrête, il faut que vous arrêtiez absolument de regarder Wall Street. C'est impératif. Parce que moi, j'arrive à contrôler mes biais. Vous, je sais que ce n'est pas forcément le cas pour la plupart d'entre vous. Donc, si vous regardez les marchés, vous allez trouver des opportunités. Je sais pas, vous trouverez toujours des raisons d'acheter ou de vendre, alors qu'ici, il ne faut ni acheter ni vendre. D'accord ? Voilà.